parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Pour ce 3e épisode, je reçois Elsa Gabet, qui est illustratrice à Montpellier. Autodidacte et passionnée par le dessin depuis l'enfance, c'est lors d'un voyage en Birmanie qu'elle décide de professionnaliser cette passion en donnant de l'espace et du temps à ses créations, et réalise alors sa première exposition. Son cheminement artistique se met en marche et débute alors un véritable flot créatif dans lequel elle découvre de nouvelles techniques et de nouveaux sujets d'exploration. Aujourd'hui, son univers se découpe en 2 pans. D'un côté, le travail à la main, avec en particulier des illustrations réalisées au point par point qui font la part belle au symbolisme et à l'imaginaire, et de l'autre côté, des créations numériques plus explicites, avec notamment des notes illustrées mêlant texte et dessin. Avec Elsa, nous avons parlé de son rapport à la créativité et de ses rituels d'inspiration, parmi lesquels la marche et le fait de garder toujours ses oreilles et ses yeux ouverts pour être attentif au monde qui nous entoure et ainsi rester disponible pour recevoir de nouvelles idées. Tournée également vers le développement personnel, Elsa nous livre les clés et les ressources qui l'ont aidée à trouver son style, légitimer sa pratique, arrêter de se comparer aux autres. Tout un tas de problématiques auxquelles beaucoup de créateurs font face. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode où la passion et le sourire communicatif d'Elsa vous donneront la pêche pour toute la journée. Bonne écoute. Donc bonjour Elsa. Bonjour Oriane. Bienvenue sur le podcast En Aparté. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, même si c'est à distance. Moi j'adore ce que tu fais, donc je suis hyper contente qu'on prenne le temps de creuser un peu tes créations et qu'on rentre un petit peu dans l'envers du décor avec toi ensemble. Et moi je suis ravie que tu m'aies proposé du coup de participer à ton podcast et je trouve que vraiment l'idée est superbe, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter comme tu le souhaites. Ok, très bien. Alors du coup, je m'appelle Elsa, j'ai 27 ans et j'ai une double casquette. Je suis illustratrice et également consultante en aménagement urbain à Montpellier. Et j'habite à Montpellier depuis 2 ans et demi maintenant. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours d'artiste ? C'est un peu plus cette casquette-là qu'on va creuser aujourd'hui. D'où ça te vient, cette passion pour l'illustration ? Est-ce que c'est plutôt récent ? Est-ce que tu as toujours aimé dessiner ? Quelle a été la révélation aussi pour te lancer définitivement ? Voilà, j'ai envie de savoir tout ça. Ok. Alors j'ai toujours un petit peu dessiné en fait, même assez régulièrement depuis que je suis toute petite. Beaucoup sur mes cahiers à l'école. Et puis en fait c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important au fur et à mesure que mes études avançaient. Et au départ, j'envisageais vraiment comme une passion, c'est-à-dire à côté. Je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si je voulais pas plutôt envisager de faire des études artistiques. Mais j'étais très attirée aussi à l'époque par des études plutôt de sciences politiques, d'urbanisme. J'ai fait une prépa lettres et ensuite j'ai fait Sciences Po Toulouse et Sciences Po Paris. Et au tout début de mes études, je voulais préparer les concours de la fonction publique. Donc après, ça a bien changé parce que l'urbanisme m'a beaucoup plu et je me suis plutôt redirigée vers ça. Mais toujours en dessinant à côté. J'avais une pratique assez irrégulière et je me voyais pas en fait comme une artiste, pas du tout. Pour moi, c'était juste une passion à côté. J'enviais justement beaucoup le talent d'autres personnes et j'étais assez admirative de ce qu'ils étaient capables de faire. T'admirais qui, par exemple, à ce moment-là ? J'ai pas spécialement de nom en tête parce que ça a beaucoup tourné, en fait. Je sais pas trop quoi te dire comme référence. Enfin, vraiment, en plus, je suis pas une pro des noms, donc je suis un peu la pire personne au blind test, par exemple. donc ouais, non, je saurais pas trop te dire en termes de noms comme ça. C'est un peu ce qui pêche pour moi, les références artistiques. Mais voilà, je regardais beaucoup de choses. Je me renseignais beaucoup sur notamment la publicité.
En fait, je m'ouvrais à beaucoup de formes d'art différentes et de pratiques graphiques visuelles. J'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la typographie aussi. Donc je faisais mes petites expérimentations à droite à gauche et tout. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans le conseil et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et je suis partie en Birmanie et le fait d'être à l'étranger, je me suis dit, en fait, c'est un peu l'occasion ou jamais de me lancer un peu des défis et de faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, là, pour le coup, c'est comme si je recommençais à zéro, personne me connaît, je peux être qui je veux être. Et à cette époque-là, donc j'avais repris un petit peu plus le dessin comme loisir et j'avais envie de montrer ce que je faisais. Et donc du coup, j'ai créé une collection, puis je me suis rendu compte en fait que ça me plaisait vraiment beaucoup et que j'avais envie de pousser un peu plus ma pratique. Et à qui tu l'as montré cette première collection ? Alors en fait, j'ai créé une collection dans le restaurant de deux amis que je me suis fait du coup à Rangoon. Deux amis restaurateurs français qui m'ont proposé du coup d'exposer en fait une collection que j'avais fait d'illustrations sur Rangoon et mon quotidien en fait, mon expérience de la vie, des petites scènes de vie, etc. Donc à l'époque, je dessinais vraiment avec les moyens que j'avais là-bas. J'avais quelques feutres, j'avais des stylos. Mon père était venu me voir pendant un mois, il m'avait ramené plein de feutres et tout. Et j'avais travaillé avec un imprimeur local pour développer une série de posters en fait et pour commencer à les commercialiser aussi là-bas, mais vraiment de façon amateur quoi, pour essayer. Ça c'était un premier projet autour de l'illustration. Et puis ah oui, j'ai oublié de te dire aussi que du coup quand j'étais petite, j'ai participé à pas mal de concours de dessin, donc quelque part, enfin ça a toujours été ça a toujours été quand même quelque chose de fréquent. Et le fait d'en avoir gagné quelques-uns et d'être aussi reconnue pour ça, je pense que ça a participé petit à petit de nourrir un truc du style ouais, en fait, peut-être que je me débrouille pas si mal que ça, peut-être qu'il y a quelque chose, et puis j'y revenais tout le temps, quoi. Et donc, pour assurer ta crédibilité aussi. Oui, ouais, c'est ça. Et puis, c'était vraiment une forme d'expression qui m'était propre, en fait. À chaque fois que j'avais besoin d'exprimer quelque chose, ou j'aimais beaucoup passer par le dessin, en fait, faire des plans, enfin, voilà. Et quand je suis revenue en France, du coup, après la Birmanie, j'ai décidé de m'équiper et de prendre vraiment au sérieux ce que je considérais à l'époque être comme une passion et vraiment là de le professionnaliser. Donc acheter une tablette graphique, investir dans du matériel un peu plus poussé et faire beaucoup plus de place à ma pratique. C'est-à-dire que même physiquement, en fait, avoir un espace bureau pour ça, avoir un temps dédié à ça. Commencer à envisager aussi de communiquer dessus sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ça a fait un peu boule de neige en fait. Je me suis lancée dans cette première expérience et puis après, je me suis dit ah oui, en fait, c'est possible, ça peut le faire. Allez go, on y va, on va voir ce qu'il y a après en fait. Super intéressant. De ce qu'on comprend avec ton parcours, c'est vraiment la Birmanie qui a déclenché cette occasion de se dire why not, je peux le faire, et ce qui était une passion, finalement, ça peut devenir plus qu'une passion et une réalité du quotidien. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être partie en Birmanie toute seule et d'être un petit peu hors de ta zone de confort qui t'a permis aussi d'explorer des nouvelles choses et même pour toi-même d'explorer des choses personnellement? Complètement. En fait, la Birmanie, pour moi, c'était vraiment un nouveau départ après la fin de mes études, où j'avais déjà un petit peu bifurqué par rapport à mes objectifs initiaux. Après une première expérience pro qui me correspondait pas, en fait, je me sentais un petit peu perdue à la sortie de mes études. J'avais un diplôme qui me permettait de faire plein de choses, et en fait, je voyais pas trop ce qui me correspondait. Et le fait de partir à l'étranger, de me retrouver dans un contexte complètement nouveau où en fait j'étais un peu devenue une éponge quoi. Enfin, fallait vraiment que je m'adapte, que je comprenne tous les codes. Et je me suis aussi dit bon ok, c'est aussi le moment où je peux me retrouver seule avec moi-même, parce que pour le coup effectivement je suis partie toute seule. Et décider aussi de la manière dont je me présente, décider de ce que j'ai envie d'acter avec moi-même en fait. Au-delà de tout ce qu'on attend pour moi en fait et de tout ce que je pensais qu'on attendait de moi. Voilà, donc j'ai fait un peu le tri aussi, ça a pas tout réglé, hein, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avancer sur pas mal de choses et je me suis confrontée aussi là-bas sur place à des gens qui en fait avaient plein de projets pro en même temps. J'avais des collègues, parce que j'ai mon premier travail en Birmanie, j'étais professeure dans une école privée.
Et j'avais des collègues, alors qu'on n'avait qu'un seul jour de repos par semaine, en fait, à côté, ils ouvraient une librairie café, il y en avait un autre, il enseignait dans une clinique. Enfin, en fait, ils étaient tout le temps en train de travailler, mais leur projet pro, c'était aussi une façon pour eux de s'épanouir. Et je me suis rendu compte que, ouais, c'était aussi possible. Ça t'a inspiré. Ouais, ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a amené à me demander ce que j'avais envie, moi, de développer comme projet, aussi pour trouver un épanouissement en alliant profession et passion. J'ai une question que je voulais te poser au départ et en fait on est parti sur d'autres contrées. C'est peut-être une question bête mais je voulais quand même te la poser. C'est pour toi, qu'est-ce qu'est l'illustration ? En fait, par exemple, si on doit comparer l'illustration ou le dessin par rapport à d'autres arts visuels, comment tu le décrirais toi ? Alors c'est toujours un petit peu compliqué. Je sais que ça fait assez débat. Moi-même, j'ai pas vraiment une définition. Pour moi, l'illustration, c'est quelque chose c'est vraiment un outil. C'est comme un langage en fait. Pour moi, l'illustration, c'est vraiment tu illustres un concept, tu illustres une idée. Même les scènes de vie qui sont illustrées, en fait, ça fait passer un message. Je trouve que c'est un but aussi de communication. Chose que peut-être le dessin ou l'art pur n'a pas forcément. Le dessin peut simplement être joli. Enfin, tu me diras une illustration peut-être aussi, mais je trouve que voilà, j'associe peut-être l'illustration à un message plus poussé que simplement le dessin seul. Mais c'est qu'une interprétation personnelle et je sais pas du tout si c'est vérifié ou pas, mais c'est ma vision des choses. Ça me va. Donc ça veut dire que toi, dans toutes tes créations, y a un message derrière. Exactement. Plus ou moins explicite. Plus ou moins explicite, ouais. C'est beaucoup plus explicite dans les illustrations numériques, quand je fais par exemple des notes illustrées où vraiment je mets en avant un concept, je l'explique à travers le dessin et des fois même j'ai des parties écrites. C'est un peu moins explicite dans mon travail à la main au point par point où c'est beaucoup plus symbolique, mais c'est quand même chargé en sens à chaque fois. J'arrive pas en fait à dessiner simplement quelque chose de joli et je ne sais pas par exemple, faire du portrait pour faire du portrait, tu vois. J'ai besoin à chaque fois de dessiner quelque chose parce qu'il y a un message, parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a quelque chose derrière, en fait. D'où le terme d'illustration pour tout ce que je fais. Justement, tu parlais de tes billets illustrés qu'on voit notamment sur Instagram, que moi j'adore. Et il y a un thème que tu abordes assez souvent qui est le rapport à la créativité. Oui. Et je me souviens d'une illustration que tu avais faite sur Ode à mes flocons d'avoine. Donc j'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui, parce que moi j'adore les flocons d'avoine aussi. Ah, trop bien. Et oui, Ode à mes flocons d'avoine, en fait, ça vient d'une discussion qu'on avait eue avec des copines. En fait, par rapport à l'alimentation, je peux être assez, assez maniaque. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment. Je suis capable de manger ça, mais matin, midi et soir, pendant 3 mois, il n'y a pas de souci. Et j'étais très attachée aux flocons d'avoine et un jour je me suis posée dessus parce qu'on me faisait souvent la réflexion que j'achetais que ça. Et je me suis dit mais oui tiens c'est bizarre, pourquoi en fait j'ai cette addiction aux flocons d'avoine, à ce truc super simple qui n'a pas spécialement de goût en fait, mais ça fait des années que j'en mange et ça fait aussi des années que finalement petit à petit j'ajoute des trucs à ma recette qui me vont de mieux en mieux. Des fois ça varie etc. Et je me suis rendu compte que le fait d'avoir une base simple, ça permettait aussi de développer de la créativité autour, d'interagir avec cet élément, cette base simple, et de venir y mettre sa personnalité, ce qu'on a envie d'y trouver, de répondre au mieux à ses besoins en fait. Et j'ai un peu extrapolé le thème de la recette, mais je suis effectivement passionnée par ces questions de rapport à la créativité, le processus créatif et tout. Et vraiment, pendant un an, là, de 2019 à 2020, même un peu plus, 1 an et demi, je me suis concentrée sur le développement de mon activité en tant qu'illustratrice. Et j'ai beaucoup observé, en fait, mon rapport à la créativité. Et il y a des choses comme ça que j'aime, des bases simples, des produits neutres, en fait, et qui me poussent dans ma créativité. Quand tu parles de produits neutres, on parle uniquement des produits alimentaires ou non. Est-ce que ça peut être une feuille de dessin Ouais, je sais pas. Complètement. Qu'est-ce que c'est quand tu parles de ça ? Eh ben, typiquement, je déteste les cahiers à lignes. C'est vraiment quelque chose, ça m'horrifie, je ne sais même pas pourquoi ça existe. Mais moi, j'ai besoin d'avoir, tu vois, un cahier avec une page blanche ou alors avec des petits points, mais c'est tout. Ça peut être aussi au niveau des affaires, par exemple. J'achète énormément de basiques. J'aime beaucoup les motifs, mais j'ai du mal à me cantonner à quelque chose qui... Je sais pas, je trouve que plus il y a de détails et plus, en fait, on est limité.
moins il y a de détails et plus tu as de possibilités, plus tu peux faire des mélanges d'affaires ou voilà, créer ou avoir de l'espace en fait pour ta créativité. Et c'est vrai que par exemple, mais même en termes de rangement, j'ai tendance à épurer le plus possible pour faire de la place en fait. Donc ça se ressent dans tes créations et dans ta vie. Ouais, de c'est un manière tout. générale. Oui. Il y a d'autres sujets que tu évoques aussi dans tes petits billets illustrés. Et j'ai remarqué un sujet que tu abordais souvent, alors c'est parfois de manière détournée, c'est le développement personnel. Beaucoup pendant le confinement, je ne sais pas si ça t'a inspiré spécialement ou tu sentais peut-être que les personnes en avaient besoin. Pourquoi c'est important pour toi le développement personnel et pourquoi ça t'inspire? Alors, c'est un sujet qui compte beaucoup pour moi parce que dans mes expériences professionnelles, mais même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont pas forcément bien dans leur basket, qui se comparent beaucoup aux autres, qui se sentent peut-être limités par rapport à telle et telle personne, par rapport à telle et telle situation, et qui se rajoutent en fait beaucoup de contraintes, en plus des contraintes effectives qu'on a tous et toutes. Et moi, personnellement, j'ai essayé aussi d'éliminer tout un certain nombre de contraintes, de préjugés, de pensées limitantes en fait que j'avais. Et au fur et à mesure que je travaillais sur ça, je me rendais compte de l'énergie que je gagnais en fait pour mes projets, pour aller dans le sens que je voulais donner, enfin du coup à tout ce que j'entreprenais, etc. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager et d'essayer de dire aux gens, en fait, il y a un autre discours qui existe. C'est pas simplement tout noir, tout blanc. C'est comme par exemple la note sur le scénario du pire. On a toujours tendance à se limiter, en fait, à se sentir bloqué par plein de choses. Mais au regard de tout ce qui nous bloque, on a aussi tout plein de petits leviers qu'on peut actionner et qui peuvent nous faire progresser. Et le développement personnel, on en parle effectivement beaucoup, il y a pas mal de livres qui sortent sur ça, etc. Mais je pense que à la base, vraiment, c'est une question de prise de conscience, en fait. Et de se dire que, enfin, on peut lire tous les bouquins qu'on veut, en fait. Si nous-mêmes, on n'a pas actionné le premier levier qui est de, oui, je suis capable, en fait, de progresser. Et tous ces schémas bloquants, c'est des schémas aussi que je valide au quotidien et je peux les invalider et je peux les changer. Si on n'actionne pas ça, bah en fait, on va pouvoir lire des tonnes et des tonnes de bouquins, il n'y a pas grand-chose qui va rester, en fait. Oui, c'est clair. Et toi, quand est-ce que tu penses que tu l'as enclenché, ce levier de prise de conscience De développement personnel ? que tu pouvais tout faire, que tout était possible? Alors tout, je ne sais pas, mais alors déjà, je pense que le fait de partir seule à l'autre bout du monde, ça a déjà enclenché pas mal de choses. Mais ça a été une série de plein de choses. Ça a été une série de, bah non, je vais pas passer les concours de la fonction publique et du coup, tu tiens tête, effectivement, à tes parents qui ont peut-être d'autres aspirations pour toi. Tu rencontres des personnes qui te font évoluer, qui te font confronter avec un peu tes schémas que tu reproduis à chaque fois, à chaque relation, etc. Et ouais, le fait de partir toute seule vraiment à l'étranger, de devoir me retrouver finalement avec moi-même et réfléchir à ce que je voulais pour moi dans ma vie, etc. Ça m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et puis c'est un peu une quête aussi. Moi, j'ai vraiment envie de m'épanouir, mais je pense que la quête de l'épanouissement, c'est un peu le truc général en ce moment. Alors forcément, ça met une pression aussi, mais je trouve que si on la prend de manière positive, ça amène aussi à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je trouve dans mon boulot qui m'épanouit ou pas? Qu'est-ce que je peux trouver ailleurs pour m'épanouir aussi? Comment je peux faire pour moi, en fait, prendre en main les choses et pas être dépendant de situations ou voilà, pas me dire ah bah encore j'y retourne et tout, je subis tel et tel truc. Non, en fait, t'as pas à subir. Enfin, tu peux aussi retourner les choses, quoi. Super chouette. Et justement, toutes ces prises de conscience-là, est-ce que ça provient de ton expérience personnelle ou est-ce que tu as lu des livres qui ont été ou vu d'autres choses, des ressources par exemple, qui ont été particulièrement inspirantes pour toi? Oui, bah alors du coup, effectivement, enfin c'est les deux sont couplés, mais j'ai lu beaucoup et notamment des livres autour de la création, de la créativité, notamment aussi des gens qui ont créé soit des œuvres ou il y a Elisabeth Gilbert, tu sais celle qui a écrit Mange Priem, qui a écrit le livre Comme par magie. Tu as aussi Cameron, je ne sais plus son prénom, qui a écrit la Bible des artistes ou quelque chose comme ça. Enfin, en fait, t'as plein de ressources comme ça pour les créatifs. Et je me suis beaucoup renseignée sur la créativité, sur plein de domaines en fait artistiques différents, parce qu'on a des points communs
qui sont mais juste fous. On a des Par exemple schémas, enfin des fonctionnements. Par exemple, une alternance de haut et de bas flagrante en fait, où tu vas sortir quelque chose, tu vas être au top niveau, trop fier de ce que tu sors. Paf, c'est sorti, c'est publié. Hop, t'as l'impression d'être la dernière merde des merdes quoi. Enfin vraiment, tu replonges, t'enchaînes les cycles de haut et de bas, et ça c'est tout type de créativité confondue. T'as aussi les phénomènes de comment tu dis, j'ai plus le mot, ça m'échappe. Tu sais, où par exemple tu vas tout faire, sauf ce que tu dois faire, même si tu l'as très très bien en tête, parce que tu te mets un objectif de dingue. Oui, voilà, de la procrastination, mais artistique. Enfin, en fait, t'as plein de choses comme ça qui se retrouvent. Après, la créativité, je pense qu'on en a tous, hein. Donc dans tous les domaines confondus, et ces schémas qu'on dit propres aux créatifs, finalement, c'est des schémas qu'on a tous, mais voilà, de façon différente. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a un format aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le podcast qui s'appelle Sens Créatif, qui a été développé par Jérémy Claes. J'en parle beaucoup sur ma page Instagram parce que vraiment c'est un contenu que je trouve très chouette. Il va à la rencontre du coup principalement d'illustrateurs, maisons d'édition, photographes, hein, une variété aussi de créatifs pour leur demander comment ils créent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui nourrit leur créativité, comment ils en sont venus à faire ce qu'ils font maintenant. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est pas simple et que c'est simple pour personne. Et quand tu commences à comprendre ça, je trouve que tu peux te dire aussi, ok, ça a été simple pour personne, mais ces gens-là, ils sont arrivés à force de faire de travailler, à force de se donner les moyens. Donc pourquoi pas moi, en fait? On part tous du même point finalement, à ce niveau-là. Donc ça m'a pas mal aidé aussi. Puis après, sinon, c'est des blogs, des contenus web et tout. Mais j'ai tendance à croiser. Même j'ai écouté pas mal de podcasts de développement personnel parce qu'il y a des choses, des sujets qui résonnent pour moi sur plein de plans. Tu te souviens des titres ou Par exemple, le podcast Change ma vie. Si, je le trouve hyper bien, de Clotilde Dussoulier, parce qu'il aborde plein de thèmes différents. Et je trouve que en développement personnel, enfin c'est un peu systémique. Quand il y a un truc qui se débloque, et tout de suite ça te débloque plein d'autres choses. C'est pas monothème, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en système, et donc du coup c'est pour ça que tu peux évoluer à vitesse grand V quand tu commences en fait à te rendre compte de certaines choses, quoi. Et tu relativises aussi au moment où t'es bloqué, parce que tu te dis bon, ça va se débloquer, c'est juste pas le bon moment. Et t'apprends à le faire, t'apprends à te dire ok, j'étais bloquée sur tel sujet auparavant, mais je me suis rendu compte que je pouvais penser autrement et que ça pouvait s'améliorer. Donc en fait, peut-être que sur l'autre sujet à côté, ça sera possible aussi. Enfin, t'apprends à prendre du recul avec tout ce que t'as appris jusqu'à présent en fait, et ton fonctionnement. Super intéressant, puis ça nous donne plein de bonnes ressources à aller explorer. Merci beaucoup. Ouais, je suis désolée, j'ai une mémoire des titres et des noms, c'est... Non, mais c'est top, c'est top. Je te les ferai passer après. Ouais, on pourra les rajouter dans la description. Donc, on a parlé un peu de créativité. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect inspiration. En tout cas, moi, de la manière dont je vois tes créations, je trouve que tu donnes beaucoup de ta personne dans toutes tes créations, et que il y a beaucoup d'émotions, de sensations qui ressortent. Il y a beaucoup de thématiques autour de l'amour, de la tendresse. Et je trouve qu'il y a beaucoup de toi dans tout ce que tu crées. Et ma question derrière ça, c'était à quel point c'est conscientisé, en fait, à quel point tu t'ouvres à toutes ces sensations, ces sentiments, pour pouvoir ensuite les créer. Ah, c'est une super question. Déjà, merci, parce que ça me fait plaisir de savoir qu'on voit tout ça dans ce que je crée, c'est chouette. L'illustration, pour moi, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un moyen d'expression. Et donc, effectivement, c'est un canal, mais direct, avec ce que je ressens, avec ce qui se passe dans ma vie, et ma manière aussi d'appréhender certains sujets. Et je m'autorise à prendre parti des fois. Donc après, j'ai pas forcément un parti ultra radical sur ce que je pense. Enfin, vraiment, la plupart du temps, c'est assez soft. Mais c'est conscient. Je suis consciente que il y a des moments où en fait, ce qui m'inspire, c'est justement ce qui est tendre, plutôt des scènes de vie quotidiennes, plutôt le côté relationnel, amoureux, etc. Et je laisse aller en fait. Je laisse sortir ce qui me vient. Il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus confus et j'ai besoin d'aller plus loin dans quelque chose qui est un peu plus
un peu plus conceptuel, bah c'est pareil, je laisse aller en fait. En ce moment, je suis vraiment, je pense encore, mais je pense qu'on sera toujours de toute façon au début de ce que je crée, de ce que je produis, et donc du coup j'ai tendance à vraiment ouvrir les vannes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois des personnes qui m'ont dit mais c'est toi que tu dessines et tout dans tes dessins, et à chaque fois je leur réponds bah en partie, parce que c'est en partie moi, ma vision des choses et ce que je ressens directement. Et j'ai quand même en partie envie que les gens se l'approprient et puissent se reconnaître aussi dedans, en fait. Donc c'est moitié-moitié. Après, c'est des sentiments assez universels. Donc c'est normal que les gens puissent s'identifier, Bah oui, même s'il y a une part de toi dans ce dessin. Ouais. Et est-ce que tu as des rituels ou certaines habitudes, pareil aussi avec l'expérience de faire que ça beaucoup plus régulièrement, qui t'ont permis d'être un peu plus en pleine conscience de tout ça, ou en tout cas de l'exprimer plus facilement d'un point de vue créatif? Oui, bah alors du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que que j'ai envie de commencer une session d'illustration, généralement, c'est autant physique que le mental. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans une pièce où c'est rangé, c'est clean, il y a de la place en fait pour que je puisse créer. J'ai besoin d'avoir mon esprit aussi clean et aéré. C'est-à-dire que généralement avant, soit je vais faire une balade, soit je sors, soit je fais autre chose. En fait, je coupe les écrans, je coupe toutes les autres sources de perturbation pour vraiment rentrer dans mon inspiration, dans ma tête, faire un peu le tri de mes idées. Parfois, je vais prendre une douche, ça m'aide à couper tout ce qui se passe et tout. Enfin, j'ai besoin de me concentrer autant mentalement que physiquement. Marcher, par exemple, ça m'aide beaucoup. On en discutait la dernière fois avec mon copain, et en fait, j'ai expliqué. Enfin, quand on court, généralement, en fait, quand on court ou quand on marche, notre pensée, en fait, elle se cale sur notre rythme aussi physique. Quand tu cours, t'as des idées qui défilent très très vite. C'est tac tac tac, ah ouais, faut pas que j'oublie ça, ah il y a ça, machin et tout. Quand tu marches, en fait, je trouve que tes idées, elles se nourrissent et elles se développent, et tu vois des plans, hop, ça s'ajoute. Enfin, moi, je visualise énormément, et généralement, quand je fais des grandes balades comme ça, paf, j'ai mon esprit qui divague, et je vois des compos, je vois des trucs qui se mélangent, je vois des tests de couleurs. Enfin, dans ma tête, c'est Photoshop, quoi. Donc ouais, non, j'ai besoin d'une phase où je suis un peu dans ma bulle, j'ai la place pour créer, et ensuite, tac, je pars. Et après, c'est un peu la phase brouillon, où sort tout ce qui sort. C'est-à-dire que généralement, au début, c'est vraiment n'importe quoi, ça part dans tous les sens, je sais pas trop ce que je fais et tout. Puis paf, d'un seul coup, t'as une idée qui vient. Je dis, ah, c'est pas mal ça, hop, j'essaye un truc. Des fois, ça sort pas tout de suite très bien, j'y reviens un peu plus tard. Enfin, vraiment, c'est ce qui se présente, quoi. Et ça se fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que si je voulais bosser sur quelque chose, mais qu'il y a une idée qui me frappe et qui a besoin de sortir, bah c'est celle-là qui passe en premier, quoi. Bon, après, j'ai des deadlines forcément à respecter sur certains projets, mais j'essaye quand même d'avoir une approche la plus naturelle possible, quoi. Et est-ce que tu fais beaucoup de brouillons ou de premières estampes avant d'arriver au dessin final, ou est-ce que généralement, du premier coup de trait... Alors généralement, c'est clair que c'est plutôt le premier coup et ça part. Parce que je trouve qu'il y a une spontanéité et il y a une justesse du premier trait, en fait, que t'as du mal à avoir quand tu retravailles par-dessus encore et encore. Après, sur tout ce qui est scène de vie, généralement, je fais un premier croquis. Ensuite, je le photographie avec mon iPad et je le retravaille ensuite à l'iPad pour tout ce qui est numérique. Mais je pars de mon premier croquis. Et des fois même, une fois que j'ai fini de retravailler l'illustration, ça ne me plaît pas parce que c'est trop poussé, et ben j'en reviens toujours au premier croquis, et c'est celui-là que j'ai envie de sortir, en fait. Parce que c'est lui qui est le plus juste. Et une fois, j'avais fait le test, j'avais fait un dessin direct, et j'avais ensuite redessiné pour, soi-disant, améliorer. Et mon illustration, en fait, avait perdu tout son sens. Enfin, elle dégageait plus rien. Elle était juste, agréable à regarder, mais elle était vide de sens. Donc, du coup, après, j'ai arrêté de faire ça. Après, par exemple, quand je fais du point par point, où là, faut vraiment que ce soit juste, réaliste et tout, là, je travaille beaucoup plus mes croquis. Je travaille ensuite avec une planche lumineuse, c'est-à-dire que j'ai la planche, j'ai mon brouillon, et par-dessus, j'ai ma feuille au propre pour qu'il n'y ait aucun trait de crayon dessus, et je projette la lumière par en dessous. Et donc là, j'ai ma trame, mais par contre, je dessine pas tout. En fait, je suis un peu une flemmarde du brouillon, c'est-à-dire que j'aime pas dessiner plusieurs fois la même chose. Donc je dessine... Les grands traits. Ouais, les grands traits. Ce qui m'est important, par exemple, pour les animaux, j'ai besoin que ce soit quand même un minimum réaliste, donc il y a des détails que j'ai besoin de poser. Mais après, je me fous la paix et ça sort comme ça sort, quoi. Super intéressant.
Et justement, tu parlais des différentes techniques au croquis et au numérique. Quand est-ce que tu détermines que ça a besoin d'être retouché au numérique? Enfin, déjà, est-ce que c'est des retouches ou est-ce qu'il y a des créations qui sont totalement numériques et d'autres totalement pas numériques? Bah alors, totalement numérique, je sais pas faire. J'ai toujours besoin de passer par le croquis au stylo, parce que je trouve que au crayon ou au stylo, d'ailleurs, je dessine beaucoup mes croquis, généralement, je les fais au stylo bic. Je sais pas pourquoi. Le crayon de papier, j'ai trop du mal. Donc, bref, c'est un petit détail, mais comme quoi, on a tous aussi nos petites manies. J'ai besoin de passer par le dessin à la main, et ensuite, je leur travaille au numérique parce que c'est un peu un jeu, enfin, un champ des possibles. Je peux travailler la texture, je peux travailler la couleur et je peux expérimenter et enlever si ça me plaît pas, rechanger un petit peu et tout. Donc c'est vraiment le numérique, je le prends comme un terrain de jeu quoi. J'expérimente, je teste des trucs et choses que je pourrais peut-être pas faire sur le papier parce que j'ai beaucoup de feutres, beaucoup de peinture, de trucs comme ça, mais déjà tu mets pas le même temps, faut attendre que ça sèche, puis en plus c'est pas t'as pas forcément la bonne nuance, tu peux être moins précise quoi. Ok, merci pour cette réponse, c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres inspirations que la vie quotidienne ou tes expériences Deux inspirations, tout en fait. De manière générale, à chaque fois que je vais me balader, à chaque fois que j'entends parler d'un sujet, quand je voyage ou quand je discute avec des gens, enfin en fait c'est marrant, mais à chaque fois il y a des choses qui pop. Enfin tu vois, je me dis ah ouais, ça ferait drôle de faire un truc comme ça. Non, enfin c'est vraiment, j'ai pas, comment dire. Je vais pas passer ma vie, par exemple, à regarder les fleurs pour dessiner que des fleurs. Enfin, ou alors sinon, si je regarde des fleurs, des fois, je vais avoir des idées de dessiner autre chose, en fait. Je me nourris de tout. Et je pense, très observatrice. Je regarde beaucoup. Et j'ai toujours les yeux un peu écarquillés, comme ça. Je regarde tout, enfin, vraiment. Et j'observe beaucoup aussi les gens entre eux, que ce soit dans le tram, au bureau, quand je rencontre de nouvelles personnes et tout, j'observe beaucoup ce qui se fait partout et je laisse venir. Voilà. Après, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup le cinéma. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses comme ça et à chaque fois qu'il y a des expos, j'essaye de me renseigner pour en faire aussi dès que je peux. Enfin, voilà. Pour revenir un petit peu à tes créations, j'ai un peu observé les titres et j'ai vu que beaucoup de tes créations s'appelaient tendresse, harmonie, sagesse. Je regarde mes notes, élégance. C'est toute la série sur les animaux et les éléments de la nature. Ma question derrière ça, c'était comment tu définis tes titres? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis avant même de dessiner ou après ou pendant? Enfin, comment ça se fait en fait? Comment tu les définis? Alors généralement, ça se fait soit en cours, soit après. Ça fonctionne en fait vraiment. Enfin, tu me diras un titre, ça fonctionne toujours avec avec l'œuvre normalement, mais enfin ça a un lien et normalement ça souligne un peu le côté symbolique. Par exemple, Fragile équilibre, c'est la tortue qui tient juste sur la pointe. Enfin, c'est une composition en fait qui tient juste sur un petit truc tout fin et que j'ai galéré à faire parce que j'arrivais pas en fait à obtenir un équilibre sur la structure. Et là encore une fois, je suis partie. Enfin, j'avais juste 3 traits pour la tortue et je suis partie comme ça. Et je l'ai vraiment structuré. Ok, je dessine un truc d'un côté, un petit truc de l'autre, et ça s'est équilibré comme ça jusqu'à ce que ça finisse sur cette pointe. Et du coup, le titre m'est venu comme ça. Mais ouais, c'est plutôt à la fin quand je regarde ce que j'ai fait, et c'est plutôt par rapport aussi à ce que ça m'évoque. De manière générale, au-delà des symboles aussi que je mets dedans. Donc tu pars avec l'idée de dessiner une tortue et ensuite ouais, mais j'ai pas dit. tu trouves ce que ça t'évoque. C'est presque l'œuvre qui te donne son titre en fait. Ouais, c'est ça. C'est plutôt elle qui me la donne parce que j'ai même la composition finale en fait, il y a une grande place qui est laissée à ce qui va se jouer sur le papier. Je suis un peu aussi une main qui exécute parfois. Enfin, il y a des choses qui se passent toutes seules et j'avais pas prévu et je me laisse porter et c'est parti, ça sort quoi. Enfin, c'est magique. Un petit peu, ouais. Moi, ça me fascine, hein, tous ces processus créatifs qui sont en partie préparés, pensés, mais pour beaucoup résultent de forces aussi qui dépassent souvent l'artiste. Et ça, je commence à le voir, quelle que soit la pratique ou la discipline. Et ça, c'est vraiment fascinant. Bah ça, c'est intéressant. Et tu vois, Elisabeth Gilbert, là, comme dans son bouquin Comme par magie, elle en parle et j'aime beaucoup sa vision en fait du monde des idées.
Pour elle, si tu veux, il y a un peu un monde des idées comme une troisième dimension où t'as des petites idées qui se baladent comme ça et qui se présentent à toi. Et si t'es disponible, enfin généralement elles te choisissent parce qu'elles ont l'impression que bon t'es plutôt bien raccord avec ce qu'elles ont envie de te faire passer, t'es plutôt disponible et tout. Si t'es vraiment disponible pour les mettre au monde, bah en fait c'est comme si elles te traversaient et tu leur donnes en fait la forme, tu leur permets d'être. Et si t'es pas disponible, bah hop, elles vont aller toquer à la porte de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'elle explique, par exemple, elle avait un projet de livre et elle avait commencé à travailler dessus et tout, mais la vie, elle a eu des complications en fait personnelles qui ont fait qu'elle n'a pas pu aller au bout de son projet, qu'elle a dû l'abandonner. Et quelques temps plus tard, elle rencontre sur un salon, je sais plus à quel événement, une autre autrice qui a écrit en fait le roman qu'elle voulait elle écrire. Et c'est un truc de fou parce qu'en fait elle lui pose plein de questions sur son sujet, comment elle a traité, etc. Et ensuite elle met en parallèle elle ce qu'elle voulait écrire. Et bon, à part le nom des personnages qui changent, c'est la même histoire. Pourtant c'est une histoire super précise. Tu vois, là j'en parle, ça me donne des frissons. C'est la même histoire, c'est le même personnage. C'est fou. C'est à peu près les mêmes péripéties, etc. Mais sur un truc, mais en plus tellement précis. Enfin, c'est fou. Et ça explique aussi, enfin, elle explique aussi comme ça que, bah, par exemple, grosso modo, à peu près aux mêmes périodes, tu vas potentiellement avoir 3-4 personnes qui vont avoir la même idée et qui vont produire, alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète, un truc similaire, quoi. Mais elles se connaissent pas, enfin, tu vois. Et je trouve ça fou. Ah, je connaissais pas du tout cette théorie. Ouais, c'est super, elle explique vraiment bien. Après, bon, bah, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit dans son bouquin, mais j'aime beaucoup cette idée de, bah oui, effectivement, il y a des idées qui se présentent à toi, si t'es disponible pour les mettre au monde, bah go. Et je pense que c'est aussi comme ça que j'explique le fait que j'ai toujours plusieurs idées en cours, et il y en a certaines qui sont pas mûres pour sortir, mais je sais qu'elles vont rester là, que je vais les nourrir avec d'autres trucs, je les garde, je les oublie pas, mais elles sortiront quand elles sortiront, je vais pas forcer. Par contre, il y en a d'autres qui viennent, qui tac, direct ont besoin de sortir, quoi. Et c'est marrant, je leur donne vraiment je les personnifie un petit peu. Je les visualise, quoi. Enfin, c'est assez drôle. Et quand tu dis qu'il faut être disponible pour les recevoir, ça se matérialise et ça se manifeste comment ? Bah, je pense que déjà, elle vient de l'intention d'être disponible, parce qu'il y a des fois où on n'a pas le temps, on peut pas matériellement se concentrer pour illustrer. C'est un petit peu mon combat en plus en ce moment, parce que j'ai moins de temps pour ça. Et donc du coup, il y a des fois où ça se présente et j'ai à peine le temps de faire un croquis, tout de suite je dois repartir sur autre chose. Et donc là, je suis pas disponible. Mais je l'ai en tête, elle est là. Et il y a d'autres fois où en fait, bah clairement, on a le temps. On est bien, on est calé, mentalement on est disponible aussi, on est prêt. Enfin, je pense que c'est d'abord une question d'intention et ensuite chacun, je pense qu'on sait aussi ce qu'il nous faut. Enfin, ou petit à petit on apprend aussi à prendre conscience de ce dont on a besoin pour être disponible à soi, pour se concentrer sur ce qui nous vient, sur sa pratique et fermer un peu les écoutilles un peu au reste des sollicitations du monde, de ce qui se passe, de ce qu'on attend de nous et tout, tu vois. Se retrouver un peu dans sa bulle. Prendre le temps, en fait, se le donner vraiment. C'est de belles perspectives, ma foi. On va arriver bientôt à la fin de l'interview. J'ai plusieurs questions. Avant de passer aux questions flèches, non, je te pose cette question. Est-ce que tu as vu des évolutions dans ton style de dessin ou même dans ton approche des différents sujets que tu traitais ? Et à ton avis, à quoi c'est dû ces évolutions-là ? Alors, comme ça, je dirais que j'ai appris à me lâcher la grappe. Parce que c'est vrai qu'au début, j'osais pas parce que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce que j'étais capable de faire techniquement et j'étais jamais satisfaite. Et j'ai appris, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas parce que techniquement, j'étais pas au même niveau que d'autres illustrateurs ou illustratrices que pour autant le message ne passait pas, que pour autant mon illustration en fait n'était pas efficace ou n'avait pas un lieu d'être en fait, tu vois. Donc j'ai appris à me lâcher la grappe, j'ai appris aussi à rater, à montrer des trucs dont j'étais pas fière, enfin à prendre du recul aussi avec mon travail et pas me dire que ok je produis ça donc je suis ça en fait. Enfin non, je produis ça, je peux faire plein d'autres trucs, mais ça c'est ce qui m'est venu et ça sera comme ça. Et oui c'est pas parfait mais c'est pas grave, j'ai envie que ce soit comme ça. Et en fait, ça m'a libérée. C'est-à-dire que il y a des choses, par exemple, j'ai très peu de personnages qui ont des bouches. J'aime pas dessiner les bouches.
Pourtant, je sais les dessiner, hein. C'est juste que j'aime pas ça. Et au début, je m'efforçais à faire des bouches, etc. Je trouvais que c'était trop moche. Je trouvais que mon illustration perdait son sens, etc. Mais parce qu'il fallait que ce soit réaliste et tout. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, non mais lâche-toi la grappe, en fait. Qu'est-ce que t'as vraiment envie de dessiner? Qu'est-ce que t'as envie de travailler? J'ai dissocié, dans tout ce qui était approche technique, j'ai dissocié la capacité à produire un dessin qui, par rapport à l'anatomie, soit correct, de la capacité à dessiner une texture qui soit sympa. Enfin, voilà, j'ai appris à dissocier les choses et à me concentrer sur ce qui était le plus important aussi pour moi. Et puis, je pense que la pratique évolue aussi quand on teste plein de choses. Le fait de passer du dessin à la main au dessin numérique, le fait d'être attentif, de regarder un peu plus en détail les textures, de s'inspirer du travail d'autres personnes, etc. Bah tout ça, forcément, ça enrichit ton style, ça enrichit ton vocabulaire créatif aussi. C'est quoi le vocabulaire créatif? Le vocabulaire créatif, bah c'est un peu ça. C'est par exemple pour parler, tu utilises des mots, des expressions, etc. Et ben pour illustrer, tu vas utiliser non seulement des traits, des formes, mais aussi de la texture, de la profondeur. Tu vas mettre du relief ou pas. Tu vas illustrer à plat ou en 3D. Tu vas avoir des angles de vue qui vont être différents. Tu vas avoir du texte ou pas. Enfin, en fait, c'est plus un vocabulaire d'ordre visuel en fait. D'accord, ça marche. On va passer aux petites questions flash. Allez. Avec quelle personne aimerais-tu dîner? Attends, j'aurais dû prendre le temps de réfléchir. J'aimerais bien dîner avec Pénélope Bagieux. Ça fait peut-être un peu cliché, mais vraiment, je trouve que elle a eu une carrière en tant qu'illustratrice, BDiste, etc., qui est juste impressionnante. Et au fur et à mesure, en fait, elle a pris de plus en plus parti. Elle a utilisé vraiment son style et son travail pour porter ses idées. Et ouais, c'est vraiment une femme hyper inspirante. J'aime beaucoup son travail. Et donc, j'aimerais beaucoup dîner avec elle pour savoir, pour apprendre un peu plus d'elle, savoir comment elle crée, comment elle travaille et aussi les étapes par lesquelles elle est passée. Et il y a déjà eu pas mal effectivement, de reportages, d'interviews d'elle. Mais c'est une femme vraiment inspirante. Je confirme. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Oui, c'est une BD que j'aime trop. En ce moment, j'adore la bande dessinée de Pico Bug. Pico Bug, du coup, c'est un petit garçon et c'est une bande dessinée qui est réalisée par Dominique Roch. Et c'est vraiment trop chouette. C'est à mourir de rire, autant dans les dessins que dans le texte, en fait. Il a une réflexion hyper fine, justement, sur la créativité, sur le rapport à la vie, aux grandes personnes, plein de choses, en fait. Et c'est vu par les enfants, mais c'est hyper profond. Enfin, tu sens vraiment l'illustrateur derrière, quoi, qui a envie de faire passer ses messages et c'est trop chouette. Enfin, je rigole énormément. J'aime beaucoup en plus le style des dessins parce que je trouve qu'ils sont simplistes, mais hyper efficaces. Enfin, c'est ce que j'aime en plus dans l'illustration. C'est le côté avec un trait. Tu fais une bouille, tu fais une expression, tout de suite ça marche. Enfin, moi, je rigole énormément avec ça. J'aime trop. J'irai voir, ça a l'air sympa. Si tu pouvais partir dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région demain, où est-ce que tu irais? Mais tellement, j'aimerais tellement partir voyager. Je sais pas dans l'ordre des priorités parce que y en a beaucoup qui se bousculent là dans ma tête. Tu vois, j'aimerais bien retourner en Birmanie pour voir un petit peu ce que c'est devenu, avec l'avancée des projets, etc. Mais j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux endroits. J'ai envie d'aller à Berlin pour découvrir tout le côté un peu hipster, tout le côté un peu graphique aussi. Il y a pas mal de choses qui sont faites là-bas. J'ai très envie de partir au Canada. Parce que le Canada, pour tout ce qui est illustration, art visuel et tout, art graphique, c'est trop bien. Donc ouais, j'ai très envie de partir là-bas. Franchement, je partirais bien partout en fait. J'ai tellement envie de découvrir tout ce qui se fait, tout ce qui existe et tout que ouais, j'aimerais trop barouder. On te le souhaite en tout cas bientôt. Merci. Quelle est la dernière chose qui t'a émue? Alors là, ça doit être un film, un truc comme ça. Je suis très sensible en fait. Soit un film ou soit mais vraiment ça peut être plein de trucs, ça peut être même dans le tram une discussion qui va me toucher entre un enfant et sa maman, ou ça va être plein de trucs quoi, ou une réflexion qu'on va me faire. Après ça dépend, ému positivement ou ému triste. Comme tu veux. C'est dur. Je saurais pas trop quoi te dire parce que là je cherche un exemple un peu probant, tu vois, mais il y a tellement plein de trucs qui me touchent au quotidien
que du coup, j'ai du mal à avoir une idée bien précise en tête. Ça marche. Quel est ton plus grand rêve ? C'est dur. Par rapport à l'illustration, ce serait de vraiment pouvoir faire que ça en fait. Enfin, être pleinement illustratrice, avoir mon atelier, mais ça j'en rêve, mais tellement avoir un atelier hyper lumineux avec des plantes partout, avec un espace pour vraiment dessiner et être bien en fait, avec l'équipement qu'il me faut, tu vois, mais avec vue sur à l'extérieur, avec des arbres, avec plein de trucs. Enfin ouais, c'est vraiment pouvoir faire de la place à cette passion, à cette profession et pouvoir vivre de ça, ce serait le top. Après, je sais pas si c'est mon plus grand rêve, parce que j'en ai plein, mais c'est un gros rêve, oui. C'est un des rêves. C'est un des rêves. Super, merci beaucoup Elsa pour toutes ces confidences, ces explications, c'était hyper intéressant merci sur la à créativité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Écoute, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Ça, c'est à toi de me le dire. Ah, je sais pas. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, soutenir ton travail, te découvrir ? Eh ben là, on peut découvrir mon travail sur Instagram. Donc c'est elsa.illustration. Et sinon, on peut découvrir aussi sur Internet www.elsa-illustration.com. Après, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai une page Facebook et puis j'ai un Etsy aussi, une boutique en ligne. Donc Elsa Illustratrice. Tout est sur normalement soit sur le site, soit sur Instagram. Et puis je mettrai les liens aussi dans la description du podcast. Ça marche. Et puis après, si jamais vous passez par Montpellier, il y a quelques petites boutiques que vous pouvez venir découvrir, des boutiques de créatrices, créateurs, dans lesquelles il y a aussi mes produits. Donc il y a l'atelier et il y a aussi la boutique Bien fait pour vous et maintenant il y a l'atelier boutique pluriel. Donc vous retrouvez aussi les adresses sur mon site internet. Super. Et un grand merci Elsa pour cette discussion et au plaisir de se croiser à Montpellier. Oui, viens. Je viendrai. À bientôt. À bientôt. C'est encore moi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Alors, requinqué ? Personnellement, en réécoutant notre conversation, ça m'a donné envie de vous proposer encore plus de contenu pour cette nouvelle année. Je vous souhaite la même inspiration et la même énergie pour tous vos projets. Et si vous appréciez ces conversations authentiques et artistiques, abonnez-vous pour être informé de la publication des prochains épisodes et faites-moi signe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn, sur le compte en.aparté.podcast. Je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous, il pourra sans doute en inspirer plus d'un. Encore une fois, un grand merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.